Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous parler des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors ça va être un sujet qui va être assez lourd et je vous préviens qu'il va vraiment ressembler à un cours de criminologie parce qu'en fait je me suis vraiment beaucoup basée sur un cours que j'ai moi-même reçu pendant mes études de criminaux. Donc c'est un cours qui a été donné par Michel Vitry et enfin voilà, ça va être assez technique on va dire, et j'ai décidé, à la base je comptais faire une seule vidéo et puis je me suis rendu compte que ça ferait vraiment trop, donc j'ai scindé ça en 2 épisodes. Là dans cet épisode là je vais principalement vous parler des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une personne passe à l'acte et commet une agression sexuelle, et puis ensuite je vous parlerai des moyens de prise en charge qu'on peut essayer de mettre en place. Et puis dans le deuxième épisode que je publierai juste après en fait, vous aurez tout ce qui est plus le profil de certains agresseurs sexuels, donc les 2 profils majeurs on va dire, qui sont les agresseurs de femmes adultes et puis les agresseurs de mineurs, donc d'enfants. Je vous avais déjà dit que je voulais faire une vidéo là-dessus quand je vous avais parlé de David Parker Ray. Ça me tient vraiment à cœur d'en parler et c'est un sujet qui va vraiment être pas facile à aborder. Je tiens tout de suite à préciser un petit peu que ce cours c'est vraiment un cours d'un point de vue de psychologue mais aussi de criminologue, donc je vais être obligée d'aborder des sujets qui sont pas faciles hein, bien évidemment, vous en doutez, et puis d'un point de vue qui peut peut-être vous donner une impression peut-être un peu de détachement ou de froideur ou de choses comme ça, mais c'est assez essentiel en fait au fait d'être le plus neutre possible pour essayer de vraiment aborder ces questions avec sérieux et puis d'une manière la plus objective possible. Ça veut pas dire pour autant que j'excuse ou que je défends ce dont je vais parler, mais je pense que pour bien comprendre quelque chose, il faut être capable de le regarder d'une façon neutre et objective, et comprendre les choses c'est vraiment très très important si on veut pouvoir ensuite faire quelque chose contre, ou en tout cas essayer de lutter contre ces phénomènes. Donc écoutez, j'espère que pour cette vidéo vous êtes installés bien confortablement, que vous êtes concentrés, que vous avez éteint vos lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. La tendance actuelle quand on parle des délinquants sexuels dans notre société, c'est de les désigner très généralement comme des fous, comme des malades mentaux, comme des dégénérés, etc. Un petit peu comme on l'a déjà vu avec les tueurs en série en fait. Et la réalité elle est tout autre, parce que en fait on a statistiquement très peu de personnes parmi ces délinquants sexuels qui sont des psychotiques ou qui ont de gros troubles ou maladies mentales. Alors il y a peut-être justement des traits de personnalité ou des choses comme ça qu'on va évoquer après dans cette vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que vraiment dans la grosse majorité des cas, les auteurs d'infractions à caractère sexuel ne sont pas des personnes folles ou présentant des pathologies mentales. Si on utilise aujourd'hui le terme d'auteur d'infraction à caractère sexuel plutôt que le terme de délinquant sexuel, c'est un changement qui est plutôt récent et qui traduit vraiment une volonté au point de vue sémantique en fait de changer notre perception de ces personnes-là, parce qu'en fait en utilisant auteur d'infraction à caractère sexuel, on va montrer que c'est vraiment l'acte qu'on condamne et pas l'être humain dans son entièreté. Je sais que c'est quelque chose qui peut vous heurter, le fait que je dise ça, mais c'est vraiment très très important d'un point de vue du psychologue que de bien faire la part des choses entre l'être humain qui est extrêmement complexe et puis certains actes qui eux sont condamnables, et c'est pas la personne en entier qu'on condamne. C'est vraiment très important quand on est psychologue ou quand on travaille dans la criminologie, parce que en tout cas moi je trouve
trouve, si on arrive à faire cette distinction là, ça montre que finalement il y a peut-être des choses à faire, que c'est pas l'être humain en entier qui est à jeter ou qui est à mettre en prison, sachant qu'en plus on est dans un pays qui a aboli la peine de mort, donc ça veut dire que techniquement, les criminels, on est censé devoir faire notre maximum pour réussir à les réinsérer. Et je trouve que du coup, ce point de vue-là, ça permet peut-être un petit peu plus de souplesse et montrer que dans beaucoup de cas, comme vous allez le voir, il y a des choses qu'on peut mettre en place et on peut faire des choses pour lutter contre la récidive. Être un psychologue dans ces moments-là, ça demande énormément de bienveillance et il faut savoir que c'est pas forcément facile, notamment avec les cas comme ça de violeurs ou de personnes qui commettent des agressions sexuelles. En tout cas pour ma part, je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais la bienveillance c'est vraiment très très important, c'est un des points fondamentaux quand on est psychologue. Et la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est réussir justement à avoir cette neutralité. Ça veut absolument pas dire accepter ou défendre les crimes qui ont été commis par une personne, pas du tout, mais par contre c'est justement essayer de quand même voir l'être humain en lui et voir tout le potentiel qu'on peut peut-être essayer d'en tirer pour la réinsérer. Pour aborder ce sujet-là, je vais vous demander d'essayer le plus possible de surmonter votre dégoût, votre rejet par rapport à ces questions-là, pour qu'on arrive à aller au-delà et pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à tout ce que je vais vous développer dans cette vidéo, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une personne passe à un acte d'agression sexuelle. Et je tiens encore à dire, juste avant de commencer et d'entrer vraiment dans le vif du sujet, que la grosse majorité des agresseurs sexuels sont des hommes. Et du coup, comme cette vidéo est une présentation, on va dire, assez générale, assez globale, il faut que vous attendiez à ce que je parle principalement d'hommes ou presque à 100% d'hommes dans cette vidéo. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent commettre des agressions sexuelles, mais c'est beaucoup plus rare, et comme là je vais essayer de donner une vision globale, je vais principalement parler d'hommes. On parlera un petit peu plus dans le second épisode des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent commettre des agressions, mais généralement pas vraiment de la même manière. En tout cas, prenez pour acquis que là dans cette vidéo, je m'exprime et je parle d'hommes. On va commencer par voir ensemble quels sont les différents facteurs qui peuvent expliquer le passage à l'acte d'une agression sexuelle, et vous allez voir que généralement en fait il n'y a pas qu'un seul facteur. On dit en fait que ce genre de crime là a des explications multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Moi je vais vous les décomposer par catégorie et vous allez voir que généralement en fait on peut en retrouver plusieurs chez un auteur d'agression. Premièrement, on va parler de tout ce qui est les facteurs biologiques. On en a trois principaux qui sont donc les anomalies génétiques, le dérèglement hormonal et puis une atteinte ou un dysfonctionnement neurologique au niveau des neurotransmetteurs. Ça donc ce sont les trois facteurs biologiques principaux. Alors je vais les détailler un petit peu avec vous. Une anomalie génétique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver, donc là je vais vraiment vous parler des hommes, au niveau des chromosomes. Vous savez que les hommes, ils ont la paire de chromosomes X et Y, et dans certains cas, il y a des hommes qui ont un X supplémentaire, ce qui fait qu'en fait, ils ont XXY. Et le fait d'avoir ce X supplémentaire, ça va amener tout un tas de symptômes qui sont regroupés sous ce qu'on appelle le nom du syndrome de Klinefelter. Alors j'espère que je le dis correctement. Ce syndrome-là, il va se traduire par un retard pubertaire, par une activité sexuelle restreinte, par un déficit en testostérone, par des difficultés cognitives, parfois une déficience intellectuelle légère, par une immaturité affective et des habiletés sociales qui seront réduites. En gros, ça nous dresse le profil de quelqu'un qui est plutôt du genre immature, mais pour autant, la libido, c'est-à-dire toutes les pulsions sexuelles, elle est bien présente. Dans le cadre des agresseurs sexuels qui souffriraient d'une anomalie génétique, on va généralement voir des hommes qui ont tendance à se rapprocher des jeunes enfants ou des adolescents parce qu'ils se sentent finalement plus en adéquation au niveau du développement et de la maturité psychique que eux. Ou alors ça va plutôt être des personnes qui peuvent aussi avoir recours à l'exhibitionnisme si jamais elles ont vraiment trop de mal à créer du lien avec les autres et qu'elles ont besoin d'exprimer leur pulsion sexuelle. En général, ces délinquants-là, ils ne vont pas avoir recours à une violence physique ou à la domination sur leurs victimes.
Francis Holm est un exemple d'un homme qui souffre du syndrome de Klinefelter, mais par contre pour le coup c'est un contre-exemple parce que lui, ce syndrome-là donc est présent chez lui, mais c'est pas ce qui domine sa personnalité et son mode opératoire avec ses victimes. Donc c'est intéressant de l'évoquer, mais par contre je veux bien signaler qu'il ne représente pas le tableau clinique que je viens de vous dresser. Et puis je tiens aussi à dire, au cas où ce serait pas clair, qu'il y a des tas d'hommes qui souffrent de ce syndrome-là ou d'autres anomalies génétiques et qui ne sont pas des délinquants sexuels et qui n'agressent personne. Je vous ai là dans cette vidéo, je vous parle uniquement de ceux qui passent à l'action et qui agressent des personnes sexuellement. Mais c'est pas parce qu'on a le syndrome de Klinefelter qu'on va forcément aller agresser d'autres personnes, c'est pas du tout ce que je dis. Après, pour ce qui est du dérèglement hormonal, vous le savez, chez les hommes, on a la testostérone, qui est une hormone qui va beaucoup influencer sur les comportements sexuels des hommes. Et en fait, chez certaines personnes, il peut y avoir des dérèglements, des perturbations endocriniennes qui vont produire en fait un excès de testostérone. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle des actes de prédation. Napo, t'es obligé de te faire tes griffes à ce moment-là? Donc un excès de testostérone, ça se traduit notamment par ce qu'on appelle des actes de prédation sexuelle et puis des passages à l'acte qui seront violents. Ensuite, pour en terminer avec les facteurs biologiques, on a tout ce qui va être de l'ordre de l'atteinte neurologique, c'est-à-dire que ça se passe directement dans le cerveau et généralement ça va être soit une lésion qui peut être due par exemple à un coup à la tête. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à de nombreuses reprises à propos des serial killers chez qui on retrouve beaucoup de traumatisme crânien durant l'enfance. Ça peut aussi être une lésion qui va être due à un AVC, ça peut être des problèmes suite à une maladie neurodégénérative, ça peut aussi suivre une infection ou alors une intoxication. Alors ce qu'on désigne comme intoxication, c'est généralement suite à la prise de substances telles que drogue ou alcool. Et donc tout ça, vous voyez, ça fait quand même une grosse variété qui peut amener à en fait bloquer quelque chose au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau. Les neurotransmetteurs en général, ils ont vraiment comme deux mécanismes très importants qui sont en fait le rôle inhibiteur d'un côté. Alors au niveau des pulsions sexuelles, un rôle inhibiteur, ça va notamment entraîner un problème d'éjaculation précoce ou alors un problème de ne pas réussir à avoir une érection. Et d'un autre côté, on peut aussi avoir un rôle désinhibiteur où là, au contraire, en fait, vous allez avoir des comportements d'une personne qui va totalement céder à ses pulsions sans savoir se retenir, sans respecter les codes sociaux, le consentement, etc. L'atteinte neurologique, ça peut être vraiment une lésion qui est là, qui est présente dans le cerveau absolument tout le temps, mais ça peut aussi être quelque chose de plus temporaire, comme je vous le disais, suite à ce qu'on appelle l'intoxication, c'est-à-dire la prise de substances comme l'alcool ou les drogues, qui vont généralement avoir ces rôles que je viens de vous dire au niveau des neurotransmetteurs, c'est-à-dire soit des inhibiteurs, c'est ce qu'on voit souvent, ou même inhibiteurs de certaines fonctions sexuelles. Maintenant, je vais passer à un autre type de facteurs qui sont les facteurs cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui va avoir rapport en fait avec les schémas de pensée, les représentations et les croyances. Et en fait, chez les délinquants sexuels, on retrouve beaucoup de ce qu'on appelle des distorsions cognitives, c'est-à-dire justement des pensées ou des mécanismes de réflexion qui sont faux en fait, enfin qui sont distordus, c'est vraiment le cas de le dire. Donc c'est en fait des mécanismes de pensée qui sont vraiment dysfonctionnels. Par exemple, elle dit non mais elle pense oui, elle porte cette tenue pour m'exciter. Les enfants aussi ont une sexualité comme les adultes. Ou encore, je dois initier mon enfant à la sexualité, ça fait partie de mon rôle de parent. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des exemples de rhétorique qu'on appelle perverse, qui peuvent vraiment provenir de plein de choses. Elles peuvent provenir de l'éducation. Si la personne a mal été éduquée ou qu'on l'a éduquée comme ça, elle va continuer à perpétrer ce schéma de pensée là. Ça peut venir en réaction comme un mécanisme de défense à un traumatisme qui a été vécu dans l'enfance. Ça peut même aussi venir directement de la culture, quand on est dans une culture notamment qui met en avant la soumission des femmes ou ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol. Donc ça peut vraiment venir soit de très personnel, soit finalement de l'extérieur même de l'individu. Et puis le pendant du facteur cognitif, donc des schémas de pensée, c'est le pendant des facteurs comportementaux. Quels sont les comportements
des agresseurs sexuels, il faut savoir que les comportements généralement ce sont des choses qui sont apprises, hein, c'est des codes sociaux qui nous viennent notamment de l'éducation, etc. et qui généralement permettent le bon fonctionnement d'une société, c'est-à-dire qu'on sait comment est-ce qu'on doit se comporter, notamment le fait de réfréner certaines de nos envies, certains de nos désirs qui sont un peu immédiats et qui demanderaient à être réalisés tout de suite. On apprend en fait à les calmer, etc. et à les mettre de côté pour essayer de bien vivre en société et pour ne pas gêner les autres, autrui, les respecter et respecter leur volonté à eux. Et à propos des comportements, en fait, il y a deux mécanismes qui sont particulièrement intéressants quand on parle des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Ça s'appelle l'apprentissage vicariant et puis l'apprentissage opérant. C'est des noms un petit peu barbares, mais je vais vous expliquer, vous allez voir avec des exemples, on comprend très bien. Un apprentissage vicariant, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'apprentissage par imitation. Donc généralement ce qu'on retrouve beaucoup chez les agresseurs sexuels, c'est qu'ils se sont un petit peu initiés à la sexualité au travers de la pornographie et notamment d'une pornographie particulièrement violente. De toute manière, de manière générale, la pornographie est quand même assez violente envers les femmes. Il y a rarement des pornos qui montrent une femme totalement consentante et pas insoumise aux désirs des hommes, mais je pense que là dans le cas des délinquants sexuels, c'est vraiment des pornographies qui peuvent beaucoup pousser ce type de violence-là aux femmes, avec vraiment des humiliations, avec des actes de torture qui peuvent être évidemment simulés mais qui sont pas forcément bien interprétés comme ça par la personne qui les regarde, avec des pratiques SM, le bondage, etc. Et si ces personnes-là en fait n'ont eu comme exemple de sexualité que la pornographie, ça ne représente absolument pas la sexualité normale et saine qu'on peut avoir dans la vie quotidienne et dans une relation. Donc ces personnes qui imitent finalement ce qu'elles ont vu dans des pornos peut-être très trash, eh bien c'est justement ces délinquants-là qui vont être marqués par ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. Et ensuite on a l'apprentissage opérant qui est donc un apprentissage par conditionnement. Si jamais vous avez quelques bases en psychologie, je pense que ça vous dit quelque chose, hein. Le conditionnement, en gros, ça veut dire qu'on a un stimulus qui donne une réponse comportementale donnée. Ça fait notamment référence à l'expérience avec les chiens de Pavlov, si jamais vous connaissez. C'est très simple. Pour vraiment vous l'expliquer très schématiquement, c'est un petit peu le principe du action-réaction. Et donc dans le cadre des délinquants sexuels qui pourraient avoir connu ce type d'apprentissage là, ça va souvent être des personnes qui elles-mêmes ont déjà vécu un traumatisme sexuel dans leur enfance et qui vont avoir associé la sexualité et la violence ensemble. Ça c'est quelque chose dont je vous avais aussi pas mal parlé avec les tueurs en série, hein. On l'a vu à de nombreuses reprises, des personnes qui ont en fait appris à associer l'excitation sexuelle avec des choses assez trash, assez violentes, avec la mort notamment, et qui vont en fait un petit peu faire un mélange et un amalgame de ces deux choses-là. Ensuite on va passer aux facteurs psychodynamiques, et pour ça il faut vraiment que je vous rappelle que les auteurs d'infractions à caractère sexuel, ils peuvent être certes, parfois des psychotiques, mais c'est très rare. Ils peuvent présenter des troubles ou des pathologies mentales, comme ils peuvent ne pas en avoir. Ils peuvent être névrotiques, être psychotiques, être même avec une structure plutôt perverse. Enfin, il y a vraiment de tout, sachant que vraiment tout le versant psychotique est le moins représenté parmi tous ces délinquants sexuels. Et dans ces facteurs-là, on va parler des perversions sexuelles, mais pour ça, il faut que je fasse un tout petit point sur ce que c'est que la perversion. En fait, c'est une structure de personnalité dans laquelle l'individu va utiliser le relationnel pour assouvir ses pulsions. Et ça, sans culpabilité et sans prendre en compte le ressenti de l'autre. Et les relations sont généralement marquées à la fois par la manipulation et par l'emprise. Donc la perversion sexuelle, c'est comme une sous-partie justement de cette structure de personnalité de perversion. Et en fait, ce qu'on appelle une perversion sexuelle, c'est toute déviation de la pulsion sexuelle dite normale, soit de l'objet, soit du but. Et là, je vais vous détailler avec des exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, une perversion sexuelle qui dévie l'objet, elle va en fait simplement... La personne va prendre du plaisir sexuel avec autre chose qu'un partenaire mature, comme dans
la sexualité normale. Donc ça va notamment regrouper la pédophilie, la zoophilie, la nécrophilie ou même le fétichisme. Tandis que quand il y a une déviation du but, là c'est complètement différent parce qu'en fait la personne va obtenir une satisfaction et un plaisir sexuel avec quelque chose qui est autre qu'un rapport sexuel. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous expliquer avec des exemples. Par exemple, dans le sadisme, le sadomasochisme, le voyeurisme ou l'exhibitionnisme, à proprement parler, si vous voulez, il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de caresse ou de pénétration ou quoi que ce soit. Le plaisir sexuel vient vraiment d'un acte qui est autre. Donc le voyeurisme, ça peut être juste de regarder d'autres personnes en train de faire l'amour, ou l'exhibitionnisme, ça peut vraiment juste avoir une vraie excitation sexuelle du fait de savoir qu'on impose la vue de ses organes génitaux à quelqu'un d'autre. Ensuite, on a ce qu'on regroupe sous le terme des facteurs psychosociaux. Ça va vraiment reprendre tous les éléments de vie qui peuvent entraîner une rupture de l'équilibre psychique d'une personne. C'est-à-dire que à tout moment dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir des événements qui vont venir le perturber son fonctionnement psychologique normal. Alors vraiment pour la déséquilibrer, ça va être des choses, on va dire assez classique entre guillemets, hein, c'est-à-dire un divorce, un licenciement, la perte d'un proche, une rupture amoureuse, enfin des choses comme ça qui sont des moments où la vie finalement, la vie quotidienne et routinière bascule totalement. Ça peut être vraiment des éléments qui vont créer une fracture dans l'équilibre psychique de quelqu'un, et à partir de ça il va y avoir un déséquilibre qui peut commencer à s'instaurer avec des problèmes, des troubles de l'humeur. Et donc ce genre d'éléments là, on va notamment les retrouver chez les délinquants sexuels qui ont un versant très dépressif. Si je vous dis ça, c'est vraiment, je tiens encore à le redire, pas pour excuser leur comportement, mais bien pour comprendre en fait pourquoi à un moment donné certaines personnes basculent. Et si vous voulez, par exemple, c'est notamment vraiment ce qu'on va retrouver, j'en parlerai un peu plus dans le deuxième épisode, mais c'est un peu ce qu'on va retrouver chez les pères incestueux par exemple, qui vont aller se rapprocher de leurs enfants ou d'un de leurs enfants, imaginons après un licenciement économique par exemple, et du coup en fait ces hommes-là se sentent tout à coup déchus de leur position du père de famille, du patriarche, de celui qui fait vivre la maison, etc. Généralement ça va être chez des hommes qui ont une vision un petit peu macho, hein, et qui vont pas forcément bien supporter le fait que ce soit leur femme qui travaille et qui du coup ramène l'argent à la maison. Et donc plutôt que de réagir de façon, on va dire, classique, ces hommes-là qui vont pas supporter d'être en infériorité à leur femme, dans leur tête bien sûr, vont avoir tendance potentiellement à se rapprocher de leurs enfants parce qu'ils vont aller rechercher une affection d'abord, et aussi parce que ça va être une relation réconfortante, rassurante pour eux, mais dans laquelle ils dominent. Et bien entendu, je le redis encore une fois et je le redirai autant de fois qu'il le faut, je parle bien entendu des délinquants sexuels. Je ne parle pas du tout de tous les hommes qui vont se faire éventuellement licencier un jour et qui deviendraient des pères incestueux. Je ne dis absolument pas ça. Comme je vous l'ai déjà dit et je vais encore une fois le répéter, on parle de facteurs qui peuvent amener à ce genre d'agression, et bien entendu, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est l'explication, elle est multifactorielle, donc il faut qu'il y ait une accumulation de beaucoup de choses. C'est pas juste parce que quelqu'un va perdre son emploi ou va traverser un divorce par exemple qui va se mettre à agresser des enfants ou des femmes. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, j'espère qu'on est vraiment clair là-dessus. Et maintenant, pour terminer, ce que j'avais à dire sur tous ces facteurs qui peuvent expliquer un petit peu et puis qui nous permettent de comprendre comment est-ce que des délinquants sexuels en sont arrivés à passer à l'acte, il y a aussi le rapport à l'acte qui est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup prendre en considération, puisqu'en fait ça va nous donner des éléments sur comment l'auteur du coup de l'agression, quel est son rapport avec l'acte délinquant et l'agression qu'il a commise. Et donc il y a plusieurs points à prendre en compte à ce niveau-là. D'abord il y a la reconnaissance des faits, et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir quantifier en fait, entre la reconnaissance totale des faits, genre oui c'est vrai, j'ai agressé cette personne sexuellement, la reconnaissance partielle
qui va être généralement oui mais et qui va nous donner notamment une justification ou se trouver des excuses, minimiser, etc. Et puis le déni total, non je n'ai rien fait ou non c'était pas une agression sexuelle. Ensuite de la même façon on va regarder la reconnaissance de la contrainte physique ou psychique qui a été exercée sur la victime. Pareil à nouveau, est-ce qu'elle est reconnaissance totale, partielle ou déni. Ensuite on va regarder le sentiment de culpabilité et le sentiment de honte, est-ce qu'il est présent ou pas. La prise en compte du ressenti de la victime, ça aussi c'est vrai que c'est très important de voir si un délinquant sexuel est capable justement de prendre en compte ce qu'il a pu faire vivre à sa victime. Est-ce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir la personne ou pas? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce que justement ça le blesse lui-même parce qu'il a pu blesser quelqu'un? Enfin etc. Et puis le dernier point c'est le rapport à la loi et aux sanctions pénales. Ça finalement c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais est-ce que cette personne-là elle avait conscience que ce qu'elle faisait c'était répréhensible d'un point de vue pénal? Est-ce que la loi est vraiment contre ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'en rend compte ou pas du tout? Donc voilà, tous ces éléments là c'est des choses qui peuvent éventuellement expliquer en partie le passage à l'acte dans une agression sexuelle. Et comme je vous l'ai dit au début, il faut généralement bien comprendre qu'il va y avoir une accumulation de plusieurs facteurs. C'est vraiment très très rare qu'on ait des cas de personnes qui avaient simplement genre un seul facteur. En général, c'est des personnes qui en accumulent de plus en plus. Et du coup, tous ces facteurs, c'est ce qu'on va appeler les facteurs de risque. C'est-à-dire que plus on cumule certains des facteurs que j'ai évoqués, plus on est une personne à risque potentiellement d'être un agresseur sexuel. Ce qui ne veut pas dire que une personne qui cumule plein de trucs passerait forcément à l'acte. C'est juste qu'elle est plus potentiellement à risque. Et c'est ce qu'on utilise notamment pour les personnes en réinsertion, c'est-à-dire une personne qui a commis une agression sexuelle. On va essayer d'établir justement son niveau de dangerosité entre guillemets en fonction de tous ces facteurs là. S'il y en a beaucoup, ça va être plus compliqué de se dire on va accorder une liberté conditionnelle par exemple, ou des remises de peine ou des choses comme ça. C'est un petit peu sur ce principe là que ça fonctionne les évaluations de la dangerosité chez les délinquants sexuels. Donc on va essayer de quantifier avec tous ces facteurs là. Alors c'est pas parce qu'on cumule plein de facteurs qu'on est forcément un délinquant sexuel ou qu'on va le devenir. C'est pas non plus parce qu'on en a très peu qu'on ne peut pas être un délinquant sexuel. Ça arrive, il y a des cas très très rares de personnes qui finalement présentaient presque aucun de ces facteurs que je vous ai présentés. Je pense notamment là par exemple à Dennis Rader qui était donc quand même un tueur en série mais qui est aussi un prédateur sexuel qui ne semble pas présenter beaucoup des choses que j'ai évoquées. Je pense que lui il y avait vraiment une dominante au niveau de sa personnalité avec des troubles de la personnalité, mais sinon tout ce qui est environnement social, l'éducation et tout ça, il n'y avait pas forcément eu de soucis. Donc c'est bien la preuve finalement que il y a du cas par cas qui est à faire. Mais malheureusement quand on évalue les risques qu'on prend avec telle ou telle personne, généralement on va le faire en fonction d'un tableau et de tous les facteurs que je vous ai énoncés. Maintenant qu'on a vu tous les facteurs de passage à l'acte, on va pouvoir parler des moyens de prise en charge d'un point de vue psychocriminologique pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Puisque l'explication des passages à l'acte est multifactorielle, l'approche de la prise en charge, elle doit l'être aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir faire appel à plusieurs corps de métier, donc pas seulement des psychologues, et qu'il va falloir aussi présenter plusieurs techniques de prise en charge différentes. Déjà du côté des intervenants, donc des psychologues, etc., ce qu'il faut pour qu'on ait une bonne évaluation, c'est qu'elle soit médico-psycho-criminologique. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit sur plusieurs axes différents et vraiment il va falloir pas délaisser quoi que ce soit. On peut pas décider
d'étudier une personne uniquement sous le prisme de la psychologie, de même qu'on ne peut pas le faire uniquement sous le prisme de la sociologie ou de la criminologie ou d'un point de vue médical, etc. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose de très global et de même la stratégie thérapeutique, il ne faut pas qu'elle soit isolée, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne et pour qu'on ait un maximum de chances de réduire le risque de récidive à 0 ou presque, il faut proposer plusieurs types de prise en charge qui vont être ensemble, donc ça doit vraiment être travaillé en équipe et voilà, on peut pas juste proposer une thérapie avec un psychologue, il faut aussi qu'il y ait un suivi médical, qu'il y ait un suivi avec l'assistance sociale, etc. pour que ça fasse beaucoup de choses ensemble et que ça soit beaucoup plus solide. Et puis du côté de l'auteur de l'agression, là aussi on a besoin d'avoir quand même certains petits prérequis pour réussir quelque chose et une prise en charge. Faut déjà qu'il y ait au moins un petit peu, au moins un minimum, une reconnaissance des faits et une reconnaissance aussi du caractère déviant de l'agression et de l'éventuelle perversion ou problème qui a amené justement à l'agression sexuelle, parce que si vraiment la personne que vous avez en face de vous, donc l'auteur de l'agression, pour lui il n'y a absolument aucun problème, pour lui il voit pas du tout ce qu'il a pu faire de mal et il pense que c'est tout à fait normal, que c'est comme ça que tout le monde fonctionne, etc. C'est impossible en fait de faire quelque chose, vous ne pourrez absolument pas arriver nulle part avec une prise en charge, parce qu'en fait c'est impossible s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance des faits de pouvoir faire changer quelqu'un qui ne voit vraiment pas où est son problème. Alors dans les techniques de prise en charge, il y en a une que vous connaissez forcément, c'est le traitement chimique. On en parle régulièrement du traitement chimique, de la castration chimique pour les délinquants sexuels. C'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner comme pas du tout, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Comme je vous l'ai dit au début, dans les facteurs biologiques, il y a certains auteurs d'agressions sexuelles qui ont des problèmes de dérèglement hormonal. Donc là, effectivement, s'il y a ce dérèglement-là, ça peut être intéressant d'avoir un traitement chimique pour essayer de traiter ce souci-là. Si par contre le délinquant n'a absolument pas de souci de dérèglement hormonal, ça ne sert à rien d'aller essayer de lui faire subir une castration chimique, parce qu'en fait ça va pas agir sur l'origine du problème du tout, de 1, et de 2, ça risque encore plus de créer des comportements déviants par la suite, parce que si vous coupez justement les robinets, on va dire, et que derrière la pulsion sexuelle elle est toujours là, elle va trouver un nouveau moyen de s'exprimer en fait, et qui ne sera forcément pas bon non plus, parce que du coup je veux dire, même si vous empêchez quelqu'un d'avoir une érection ou de pouvoir éjaculer, c'est pas ça qui va l'empêcher d'aller faire des attouchements ou faire de l'exhibitionnisme ou des choses comme ça, ou même simplement des viols avec d'autres objets, etc. Enfin, j'ai pas envie d'entrer dans tous les détails, mais je veux dire, une personne qui a envie d'avoir des relations sexuelles, même si on lui coupe ça, elle trouvera forcément un autre moyen. Et du coup, comme je vous le disais, ça peut fonctionner si vraiment de base le souci il est hormonal, donc ce cas-là oui, mais sinon c'est vraiment pas une bonne idée. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup réclamé, parce que la plupart des gens pensent que la castration chimique c'est un peu la baguette magique qui va effacer tous les problèmes, mais vraiment c'est absolument pas le cas, et c'est pour ça en fait que c'est pas quelque chose qui est adapté à beaucoup de cas finalement de délinquants sexuels. Et en plus de ça, il y a un autre point négatif avec le traitement chimique, c'est qu'il y a certains délinquants sexuels qui vont parfois demander ce fameux traitement, parce que donc là en fait en soi on pourrait se dire trop bien, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'aller mieux et d'être moins dangereux, mais le problème c'est que ça peut s'inscrire parfois dans une espèce de logique de déresponsabilisation, c'est-à-dire que ces personnes-là du coup qui demandent le traitement, elles imaginent que elles ont été complètement soumises entièrement, uniquement à leurs hormones, et qu'elles sont pas vraiment responsables de ce qu'elles ont fait. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qui est parfois demandé simplement parce que finalement certains agresseurs aiment bien se mettre dans la posture de la victime et dire non, c'était pas ma faute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les justifications, c'était pas ma faute, c'est mes hormones qui m'ont poussé à le faire. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement proposer une prise en charge d'un point de vue sexologique. Ça va être le cas, et ça peut être intéressant en cas vraiment
problèmes de troubles de la réalisation sexuelle ou d'une mauvaise connaissance du fonctionnement sexuel, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des personnes qui de base ont peut-être pas reçu une éducation correcte ou qui ont été voilà, élevées dans des schémas de pensée ou de représentation tels que la pornographie qui n'étaient pas les bons et qui leur ont donc pas inculqué les bons codes sociaux au niveau de la sexualité. Et là, dans ce cas-là, une prise en charge avec un sexologue, ça peut vraiment être approprié. Ensuite, bien évidemment, on peut proposer la psychothérapie. Ça va notamment être utile pour les personnes qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, des sortes de failles dans leur vie, vraiment des éléments de rupture sur lesquels on peut travailler. Surtout tous les délinquants sexuels chez lesquels on peut retrouver des troubles de l'humeur, notamment de la dépression, de l'anxiété. Et enfin voilà, la thérapie, ça va pouvoir vraiment essayer de jouer là-dessus pour essayer déjà de creuser un petit peu, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui peut avoir justement créé des distorsions cognitives ou créer une faille dans l'estime de soi qui a besoin d'être comblée, ou enfin tout un tas de raisons, je peux pas toutes les énumérer, mais bon, vous voyez ce que je vous ai dit par rapport aux facteurs tout à l'heure. Et donc la thérapie, elle va vraiment être utile à ce moment-là pour essayer de résoudre ces problèmes-là, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir forcément mettre en place avec tous les patients, parce que pour qu'une thérapie soit efficace, il faut quand même que le sujet ait des capacités d'introspection et d'élaboration mentale qui soient suffisantes pour que la thérapie puisse fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'une personne doit quand même avoir la capacité à prendre un petit peu de recul et à s'auto-analyser, à s'auto-observer et à essayer de voir ce qui va pas, qui est-ce qui a posé problème, à quel moment, etc. Et de pouvoir le verbaliser aussi, parce que certaines personnes arrivent à avoir cette introspection mais elles peuvent pas en parler. Donc dans ce cas-là, le psychologue ne sert pas à grand chose. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces deux éléments-là, parce que sinon, là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, si les personnes ne voient vraiment pas le problème ou qu'elles n'arrivent pas à s'analyser ou qu'elles peuvent pas du tout en parler, le psychologue il pourra rien faire, il pourra pas faire des miracles. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de matière sur laquelle on puisse travailler. Et après, au sein des thérapies même, il y a tout un tas de types de thérapies différentes qui peuvent être proposées, et ça faut vraiment voir en fonction du patient qu'est-ce qui va mieux fonctionner pour lui. Donc vous pouvez très bien avoir une approche qui va être plutôt psychanalytique ou en tout cas psychodynamique. Vous pouvez avoir de la thérapie cognitivo-comportementale, de la thérapie systémique, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'approches différentes qui peuvent fonctionner et qu'il faut adapter au cas par cas selon les sujets. Une autre stratégie intéressante à mettre en place, ça peut être d'essayer de développer les aptitudes sociales chez certains délinquants sexuels qui agissent parce que justement, comme je vous le disais au tout début, ils n'arrivent pas à créer du lien avec les personnes matures, avec les personnes de leur âge, et du coup notamment ceux qui ont tendance à se tourner vers les adolescents ou vers les enfants parce qu'ils ont justement cette difficulté là à créer du relationnel, et que du coup c'est plus facile avec des personnes plus faibles. Donc là, dans ce cas-là, on peut vraiment essayer de mettre en place un apprentissage des stratégies relationnelles, et ça va pouvoir leur permettre en fait d'apprendre à se lier d'amitié avec des personnes adultes qui pourront après donner leur consentement en cas d'éventuelles relations sexuelles. Enfin, et ça on en parle peut-être pas suffisamment, il y a quelque chose qui est très très important, notamment d'un point de vue de réinsertion et pour éviter les récidives, c'est l'accompagnement social. C'est vraiment quelque chose de très très important, parce qu'en fait, on le sait, plus une personne est bien sociabilisée, bien intégrée dans la société, moins il y a de chances qu'elle ait des comportements déviants comme ceux que j'ai décrits. Et du coup, c'est vraiment très très important, notamment pour les personnes qui sortent de prison et qui sont dans une situation de réinsertion. Parce que déjà, au moment de la prison, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup les handicaper, j'ai envie de dire, parce que il n'y a plus de sociabilisation comme dans la vie réelle, et ensuite quand ils sortent, ils ont vraiment beaucoup plus de difficultés à être acceptés par leurs proches mais aussi par la société. Et du coup, si une personne qui sort de prison notamment, elle réussit plus facilement à se retrouver un job, un appartement, il y a peut-être une famille qui l'attend, etc. Ça va vraiment l'aider, et ça va énormément réduire le risque de récidive chez les délinquants sexuels.
Si au contraire elle est complètement remise en marge de la société, là ça risque beaucoup plus de poser problème et la tentation en fait de repasser à l'acte violent sexuellement, elle va forcément être beaucoup plus présente. Donc vraiment le rôle des assistants sociaux c'est très très important, comme je vous le disais, vraiment surtout au niveau de la réinsertion. Écoutez, voilà, je crois que j'en ai fini avec ce premier épisode, j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à digérer. À la base je comptais faire une seule vidéo pour parler de tout ça et puis je me suis dit que j'allais plutôt scinder quand même en 2 morceaux parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire dans le deuxième épisode et je pense que ça fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de notions à intégrer, à digérer et donc voilà, je me suis dit qu'il valait mieux faire 2 vidéos peut-être un petit peu plus courtes mais que ça serait quand même plus facile pour vous de les écouter et puis d'être concentré. J'espère vraiment que ça a été intéressant et que vous avez réussi à me suivre. C'est pas forcément toujours facile d'expliquer ces choses-là avec des mots simples et en même temps quand même en rentrant un petit peu dans le technique parce que ça sert à rien que je vous dise les choses de manière trop simple sinon je vous apprendrai rien. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé même si le sujet est bien évidemment très difficile. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.